Chapitre 3. Dans le chapitre 2, Broxholm et Peter se sont envolés à bord du vaisseau de Broxholm. Ils ont quitté la Terre, qui a disparu à vive allure de leur vision. Mais on a eu le temps de voir Peter un petit peu déconcerté, car au moment de sortir de la maison, la police a débarqué en bas avec les voitures. D'une des voitures de police est sortie Suzanne. Et durant un instant, Peter a énormément regretté d'être monté dans le vaisseau. Il lui a demandé à Broxholm de s'arrêter, d'atterrir et de le laisser partir. Et Broxholm lui a dit que c'était trop tard. Il lui a aussi dit de ne pas regarder derrière lui, mais de regarder vers le futur. Et Peter, maintenant dans le vaisseau, s'apprête à rentrer dans un énorme vaisseau, encore plus grand que celui de Broxholm, un vaisseau qui s'appelle le New Jersey, pour des raisons qu'on comprendra plus tard, et qui est une espèce de sphère bleue, hein, n'est-ce pas, qui a des dimensions gigantesques. Donc voilà, à un moment donné, il y a une petite trappe qui s'est ouverte dans ce vaisseau par laquelle sont rentrés Peter et Broxholm dans la petite fourmi qui est leur vaisseau à eux. Enfin, c'est vraiment des proportions gigantesques. Et donc, on est à l'intérieur. Et Broxholm explique à Peter que c'est à cause d'une plaisanterie d'un extraterrestre qui connaît très bien la Terre que le vaisseau s'appelle le New Jersey. Et Broxholm, oui aussi, fait très important, dit que une fois qu'ils seront à l'intérieur, la fête va commencer parce qu'il va falloir qu'il explique pourquoi il arrive avec Peter et que ça ne sera pas du gâteau, comme on dit sur Terre. Chapitre 3. L'étranger mis à nu. Simple plaisanterie. Cela signifiait-il que Broxholm avait de l'humour, lui aussi? Surprenant. Toutefois, quelque chose de plus inquiétant me préoccupait. Pourquoi vous dites que ce ne sera pas du gâteau? Je t'expliquerai plus tard, si on me le permet. Pour le moment, j'ai d'autres choses à faire. Ses mains pianotaient sur le tableau de bord, effleurant çà et là des touches qui s'illuminaient aussitôt. Soudain, une image tremblota sur un écran à droite du tableau. L'image devint nette, un visage apparut. À mon grand étonnement, il ne ressemblait pas à celui de Broxholm. Le front était bas, le crâne large, la peau avait une étrange couleur jaune. Orbis dictum interrogea le visage. Ici Broxholm, demandant autorisation accès en urgence. J'ai un jeune terrien avec moi. Je me demandais pourquoi il parlait dans ma langue, puis je me rappelais que son implant l'obligeait à le faire. De toute évidence, l'autre extraterrestre n'eut pas besoin de traduction. Copla datum s'écria-t-il. Sa peau prit une teinte orange et l'écran s'éteignit. Il n'a pas l'air content, observai-je. C'était une L, dit Broxholm. En fait, on m'attendait 6 heures plus tôt en compagnie de 5 enfants que j'avais reçu l'ordre d'endormir. Il est naturel qu'elle soit quelque peu perturbée. Le rayon d'arrimage nous avait déjà presque happés à l'intérieur du vaisseau spatial. Imaginez que vous pénétrez dans l'Empire State Building par la grande porte et vous aurez peut-être une vague idée de ce que je ressentais. Un court instant, je ne pus que penser « Mon Dieu, ce machin est tellement immense !» Puis mon cerveau rectifia « Mon Dieu, je suis tellement minuscule !» J'étais plus ou moins partagé entre la peur et l'excitation. Le rayon nous attira au centre d'un secteur d'atterrissage grand comme 10 terrains de football réunis. Le long du mur d'enceinte, qui devait mesurer au moins 150 mètres de haut, couraient de gigantesques étagères. La moitié de ces étagères étaient remplies d'engins spatiaux soigneusement garés l'un à côté de l'autre. Aucun de ces engins ne ressemblait à celui de Broxholm. Le rayon nous déposa sur une étagère et Broxholm poussa un de ces soupirs qui lui étiraient le nez. « Le moment est venu d'affronter la musique, » dit-il. Sachant à quel point il détestait la musique, cette petite phrase me sembla plus menaçante que jamais. Mais je n'eus pas le temps de m'interroger sur son sens précis, car le couvercle de l'engin se rabattit sur le côté et une force invisible nous souleva dans les airs. Au bout d'une seconde à peine, le mystérieux courant nous sépara et nous déporta doucement dans des directions opposées. Broxholm » criai-je affolé. « Que se passe-t-il » ?»« Ne t'inquiète pas, me répondit-il. Ils doivent nous décontaminer, c'est obligatoire. Un orifice s'ouvrit dans le mur en face de moi.
Je tentais de me débattre, mais je n'étreignis que du vide. J'avais beau me tortiller, le rayon invisible me retenait comme dans un étau. Les pieds en avant, allongés sur le dos, flottant à 100 mètres au-dessus du secteur d'arrimage, je fus déposé à l'intérieur d'une petite cellule blanche en forme d'œuf. Brana praximpi donjiprit, dit une voix musicale. Un écran s'alluma sur le mur. Je vis apparaître l'image d'un extraterrestre totalement différent de Broxholm qui se tenait dans une cellule identique à la mienne. Tandis que je le regardais, l'extraterrestre se mit à ôter ses vêtements. J'écarquillai les yeux de surprise, puis je me rappelai la dernière phrase de Broxholm: Ils vont nous décontaminer, c'est obligatoire. Il voulait que je me déshabille. Et attendez une minute, dis-je. Brana praximpi donjiprit, répéta la voix. Oh non, désolé, je ne me mets pas tout nu devant des étrangers. Quelle que soit la chose qui avait parlé, elle ne comprit pas, ou ne se soucia guère de mes protestations. Un faisceau de lumière bleue descendit du plafond, m'immobilisant sur place. C'était un champ de force, exactement semblable à celui dont Broxholm s'était servi pour retenir Madame Schwartz prisonnière. J'essayai de me dégager, mais je ne pus même pas crier. Tout est inutile quand vous êtes dans un champ de force. J'entendis un léger bruit derrière moi. Je tentais de me retourner pour voir ce qui l'avait produit, mais c'était impossible, bien sûr. Le champ de force me retenait fermement. Soudain, je sentis quelque chose me chatouiller le dos. Que se passait-il ? J'entendis le même bruit, cette fois devant moi. De la paroi émergea un minuscule ray de lumière, un rayon laser. Il se posa juste sous mon menton et descendit tout le long de mon corps. J'étais incapable de baisser la tête pour suivre sa trajectoire, mais je sentais toujours ce chatouillement. Quelques chatouillements de plus, le long de mes bras, autour de mes jambes, et soudain le champ de force disparut. Je pouvais bouger de nouveau. Le seul problème, c'est qu'au moment où je le fis, tous mes vêtements tombèrent au sol. Le laser avait découpé en morceaux ma chemise, mon pantalon, mes chaussures, mes chaussettes et même mon slip. Et il avait fait tout ça sans me toucher la peau. Sortez-moi d'ici, braillai-je, donnez-moi des vêtements. Pas de réponse. Cela voulait-il dire que la créature dans l'autre cellule était partie ? Tant mieux, car je n'avais rien sur moi. Mais combien de temps les extraterrestres allaient-ils me laisser dans cet état ? Et qui pouvait m'affirmer qu'ils ne continuaient pas de m'observer en ce moment même, de m'observer sans dire un mot ? C'eût été normal dans un certain sens, si leur mission consistait à étudier les terriens, au fond, j'étais le seul qu'ils avaient à leur disposition. Je décidai que si je devais être le terrien échantillon, il valait mieux ne pas me comporter comme un imbécile. Je m'efforçai donc de contrôler ma nervosité. Après tout, ce n'était pas comme si personne ne m'avait jamais vu nu auparavant. J'avais déjà subi un examen médical, pris des douches avec d'autres garçons à l'école après la classe de gym. Du reste, à choisir entre exhiber ma nudité devant une poignée d'extraterrestres ou devant des garçons d'une classe de CM2, j'aurais choisi les extraterrestres à tous les coups. Au moins, eux ne vous poursuivaient pas pour vous asséner des coups de serviette mouillée sur les fesses. Malheureusement, au moment où je me calmais pour de bon, ma petite cellule s'emplit de gaz. Était-ce un test pour voir si j'allais paniquer ? Voulait-il m'anesthésier pour me faire subir quelque examen médical ? Ou allait-il me tuer et me disséquer ? Je retins ma respiration jusqu'à l'instant où mes poumons menacèrent d'éclater. Quand il me fut impossible de résister plus longtemps, j'avalai une forte goulée d'air en suffoquant. Prandit coma, dit la voix que j'avais déjà entendue. Une musique étrange monta doucement dans la cellule. Mes paupières devinrent lourdes, et tout en commençant à somnoler, j'entendis un léger sifflement, et je vis comme un brouillard pourpre s'infiltrer à travers le plafond. J'avais envie de retenir à nouveau ma respiration, mais il me sembla que je n'avais plus la volonté. La musique continuait de me bercer. En fait, ça ne ressemblait en rien à ce que vous et moi appellerions de la musique, mais c'était beau. Mes yeux se fermèrent. Bientôt, je m'écroulai contre la paroi de la cellule et je glissai au sol, nu comme un verre et profondément endormi. À plus.